par le cinquième yama du yoga, aparigraha, l'absence d'accumulation des biens, ben, c'est aussi l'agrippement dans le terme même. Un graha, c'est l'agrippement pari autour, donc absence d'agrippement à ce qu'il y a autour de soi. C'est un des 5 yamas du yoga. Donc à chaque fois, bien sûr, le brahmacharya aussi, quand on est trop avide de l'autre, à ce moment-là, on s'y agrippe. Et donc, c'est un obstacle pour le travail spirituel. Alors après, on peut dire oui, mais la plupart des gens ne sont pas des moines et donc il faut qu'ils soient en relation. Et même un moine, il y a beaucoup de moines qui sont en relation avec des centaines de milliers de personnes. Voilà, donc comment ce que ça se fait, ben, il faut comprendre qu'on peut avoir une relation avec l'autre sans agrippement. Voilà, et en général, quand on comprend bien ce que ça veut dire, la relation se passe mieux. Et justement, c'est ce que me disait Chandra Swami. Il avait l'habitude de répéter ça que la plus ou la meilleure relation, c'est la relation entre maître et disciple parce qu'il n'y a pas d'attachement. Alors que toutes les autres relations humaines, c'est l'attachement qui les gère essentiellement. Entre Oui, et même dans les relations conflictuelles, hein, la colère contre quelqu'un, c'est une forme d'attachement. Hein, on a besoin de lui pour se mettre en colère. Il a besoin de lui aussi pour réagir à la colère. Et donc, il se crée un attachement négatif, bien sûr, mais quand même un attachement. Mais On voit ça dans des couples. Il y a des couples qui se bagarrent toute leur vie. On a l'impression que quand il y en a un des deux qui meurt, l'autre va être très soulagé. Mais au contraire, l'autre est dans un grand deuil parce que voilà, il avait besoin de ces bagarres pour exister. Donc oui, ça, c'est un effet de... j'ai vu ça. J'ai vu ça. Oui, c'est paradoxal, mais en fait, ça se comprend parce que c'est basé sur une le avidité pour grand l'autre. désespoir. Ils sont complètement déprimés quand l'autre est mort, alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit vraiment Soulagé, ouais, libéré. libéré. Alors Eh oui, comme dirait l'autre, c'est complexe. c'est-à-dire ils passaient toute leur vie à se bagarrer et voilà, le jour où la première personne ou une des personnes du couple est morte, l'autre, elle est complètement déprimée. Oui, parce que cette bagarre était devenue une raison d'être et ça, c'est pas sain. Mais est-ce qu'il y a une différence linguistiquement parlant entre attachement et agrippant? Ben oui, agrippement, c'est plus fort. Attachement, c'est général et ça peut être positif. L'agrippement, c'est en français, c'est péjoratif. Hein, quand on dit s'agripper à quelque chose, c'est péjoratif. Hein, c'est qu'on est dans la peur, dans la panique, etc. On s'agrippe à quelque chose. OK. Une autre citation de Nagarjuna qui paraît un peu paradoxale, quand il dit, et là tu le cites à la page 91, l'espace et le temps sont des constructions du mental. Et on peut comprendre le temps, mais l'espace lui-même, comment il est une construction du mental? Comment il a pu montrer ça? Oui, alors j'ai plus les détails, mais c'est intéressant de voir que la physique quantique dit ça aussi. Hein, donc elle relativise beaucoup les questions physique quantique, physique relativiste, de temps et d'espace. Et donc effectivement, elle montre comment ce sont aussi des constructions de notre mental. Alors après les démonstrations de physique relative ou quantique ou les démonstrations de Nagarjuna, je n'ai pas tous les détails en tête, mais je sais que c'était un grand logicien et donc il n'a pas vraiment été contredit dans ses démonstrations, d'après ce que je sais. Hein, il y a des gens qui n'étaient pas contents avec lui parce qu'il démontait leur système de croyance. Mais quand on leur disait, les croyants disaient à Nagarjuna, mais vous aussi, vous avez votre système de croyance. Nagarjuna disait, non, je n'ai pas de système de croyance. Moi, tout ce dont je m'occupe, c'est de démonter les systèmes de croyance des autres. Mais ce n'était pas un acte négatif, c'était un acte de libération parce que c'était un grand mystique et il savait que la véritable expérience mystique était au-delà de tous les systèmes et qu'à partir d'un certain niveau, les systèmes eux-mêmes créaient des sortes d'abat-jour sur la lumière mystique. Et donc, il voulait que au moins ses disciples ou les gens qui le lisent puissent se retrouver directement face à face à la lumière mystique sans la gêne d'un système de croyance plutôt lourd. Mais
il doit en avoir son système de croyance, même s'il le nie. S'il le nie. Eh bien, écoute, essaie de le prouver. Lis Nagarjuna et fais un autre livre pour essayer de démontrer son système de croyance. Je pense que tu Déjà, auras un du peu de moment mal. qu'il dit l'espace et le temps sont des constructions du mental, Ben, il a une démonstration par derrière, donc il faut reprendre sa démonstration et essayer de la déboulonner. Non, non, il ne dit pas ça comme une croyance, il dit ça parce qu'il l'a démontré avec et c'est pas des le arguments même. logiques. Si j'ai pas un dogme, c'est pas la même théorie que celle du Maya dans le Vedanta. Alors, la Maya du Vedanta, c'est pas mal inspiré de Nagarjuna, voilà, mais donc, c'est quand même pas lui. La tendance du Vedanta, c'est de croire à un soi substantiel, même s'il faudrait nuancer, parce que ça dépend comment qu'on comprend le Vedanta. Et lui dénie fortement ça, voilà, avec des arguments de nouveau. Voilà, donc c'était beaucoup à la fois un mystique et un logicien, et c'est rare d'avoir les deux en même temps. Il y a beaucoup de mystiques qui sont des Si grands l'espace mystiques. est une construction du mental et le temps, c'est une construction du mental, on revient exactement à ce que disait dans la Maya du Vedanta. Alors, probablement, hein, voilà, mais donc il faut savoir que Shankaracharya s'est beaucoup inspiré de Nagarjuna. Il suffit de lire les deux en même temps. Et Nagarjuna était un demi-millénaire avant Shankaracharya, donc c'est visiblement dans le sens de Shankaracharya s'inspirant de Nagarjuna. Alors, ça ne plaît pas aux Védantins qui pensent que voilà, le Vedanta est une pure création de l'hindouisme des Brahmanes, mais au fait, non, il suffit de lire Nagarjuna et Shankaracharya en parallèle, et même Chandrakirti aussi. Donc, il y a eu beaucoup d'influences et on retrouve les mêmes termes, la comparaison de la corde et du serpent, qui paraît essentiellement celle du Vedanta, était déjà très classique chez Nagarjuna. Voilà, donc c'est un copier-coller. Et pourtant, c'est fondamental pour Shankaracharya. Donc, il ne faut pas hésiter à le dire et à aller regarder ça de près. Donc, on en parlera plus la semaine prochaine. Bon, je n'ai pas tout Nagarjuna dans la tête, hein, mais j'avais étudié au moment où j'écrivais mon livre il y a 20 ans et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et puis, il y a des livres là-dessus, hein, en anglais surtout. En français, il y a le livre de Verset jaillit du centre, avec un nom italien, l'auteur a un nom italien. Vivaldi ou quelque chose comme ça, ou Vivendi. Et donc, ça paraît très intéressant. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous les maîtres, les gourous, les maîtres contemporains, les sages contemporains de l'Inde, quasi en majorité assez forte, se réfèrent à Shankaracharya, à l'Advaita Vedanta. Personne ne parle de Nagarjuna. Oui, 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 mais ça, c'est le complexe de supériorité hindou. Et il y en a un qui fait exception. Il était disciple de Mananda Mahi, il s'appelle Kedar Swami. Donc, je l'ai rencontré dans son ashram qui est sur une grande rue de Indore, donc en Madhya Pradesh. Et alors, lui, il a, comme c'est un ashram de Ma, il a comme statue principale au centre de l'ashram Mananda Mahi. Et sur le côté, il y a un temple au Bouddha. Et lui, il dit que les hindous devraient se souvenir du bouddhisme parce que ça a beaucoup plus influencé l'hindouisme actuel qu'ils ne pensent, et donc ils devraient étudier tout simplement. C'est parce qu'ils n'ont pas étudié qu'ils sont comme ça. Hein, voilà, si tu leur parles Nagarjuna, tout simplement, ils ne connaissent pas. Hein, voilà, ils connaissent le nom On le vaguement. connaît un petit peu, Nagarjuna, mais plutôt dans l'Ayurveda. Moi, j'ai travaillé sur l'Ayurveda. On le connaît en tant que médecin. D'accord, d'accord. Hein, Parce qu'il mais était un médecin aussi, un grand médecin de l'Ayurveda, mais on n'en parle pas au niveau spirituel, au niveau oui, oui, philosophique. oui, 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 oui. Et donc, eh ben, c'est des choses à étudier, effectivement. Hein, Jacques, et tu racontes l'histoire de la petite fille, et comment elle s'appelle, Shambhavi, n'est-ce pas? oui. Celle qui est allée rencontrer le Dalai Lama en lui disant, elle a essayé de faire un peu un syncrétisme entre bouddhisme et hindouisme. Ben, c'est-à-dire, elle a eu une impulsion forte à l'âge de 5 ans, 5-6 ans,
en disant il faut faire une puja pour le Dalai Lama, pour sa santé, pour le bien du Tibet. Et elle s'est mise à jeûner en partant dans ce sens-là. Et alors, du coup, la mère est venue à Dharamsala. Elle pensait qu'elle ne serait pas reçue par le Dalai Lama, mais le Dalai Lama les a reçus tout de suite. Et a senti que c'était sincère et donc a accepté de venir à la puja qu'a organisé la petite fille. Donc, elle a organisé dans le village ou la petite ville de Dharamsala, qui est à 10 km en contrebas de McLeod-Ganj, la crête sur laquelle habite le Dalai Lama. Donc, le Dalai Lama est descendu et j'ai vu la vidéo de quand il sortait de cette puja. C'était assez étonnant, le chef des Tibétains qui vient à une puja organisée par une petite fille de 6 ans. Et est-ce qu'on lui a demandé, est-ce que vous avez des liens avec cette petite fille dans une vie antérieure? Et il a dit, c'est un sujet secret. Voilà, il n'a pas dénié, mais il a dit, c'est un sujet secret, donc il ne voulait pas en parler aux journalistes. Mais il a dû sentir quelque chose avec elle. Alors après, donc je l'ai suivie, cette petite fille, et donc quand elle avait 9-10 ans, il lui a donné un programme de lecture, elle me l'a montré, qui était digne de la Il lui a maîtrise de donné un philosophie. programme, le Dalai Lama? Oui, le Dalai Lama a donné un programme d'études à cette petite fille avec des textes qui étaient dignes de la maîtrise de philosophie, hein, à la BHU. Hein, j'ai vu les textes. Et puis aussi, elle se passionnait, par exemple, elle m'a demandé de lui apporter une vie de Marpa. Et donc, je lui ai apporté, elle l'a lu et elle comprenait. Donc, à l'époque, on était dans le même groupe pour aller à l'initiation Kala Chakra en 2012 à Bodh Gaya. Et donc, cette initiation au Kala Chakra, c'est quand même assez ésotérique. Et demander à une petite fille de 10-11 ans de venir, c'est assez paradoxal. Mais elle suivait, hein, elle était intéressée. Et donc, il y avait des rêves, par exemple, de Marpa vis-à-vis de son maître, etc. Et elle lisait ça et elle trouvait l'interprétation. Elle disait ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et elle savait interpréter le rêve de Marpa dans la biographie officielle de Marpa. Marpa, c'est pas le gourou de Milarepa? Oui, c'est le gourou de Milarepa et le disciple de Naropa. Voilà. Donc, elle était à l'aise dans tous ses rêves, dans toutes ses, et ce qu'elle disait était tout à fait cohérent. Donc, c'est impressionnant. Et tu es toujours en contact avec elle? Alors, j'ai des nouvelles indirectes et donc, elle a fait à l'âge de 16 ans un CD de bhajan hindou. Voilà, et sinon, donc, elle avait des enseignants pour la philosophie tibétaine. Je pense qu'elle a continué. Et voilà. Et donc, elle a son père qui est de la lignée de la famille même de Larry Massey. Donc, elle-même est une descendante de Larry Massey par son père et sa mère. Elle a des qualités, mais elle est un peu déséquilibrée mentale, voilà, et donc c'est un problème, voilà. Mais je Et pense. justement, ben, tu parles maintenant de sa mère qui est déséquilibrée. Moi, j'ai senti que c'est une histoire un peu manipulée pour la publicité, un peu Alors, sa mère faisait de la propagande. publicité, mais on a visité avec sa mère et donc Shambhavi elle-même un grand yogi tibétain, hein, celui qui est chargé de l'éducation du 9e Karmapa, donc quelqu'un qui a passé 20 ou 30 ans en solitude. Et alors, donc, il l'a reçu parce qu'il savait aussi que le Dalai Lama avait reçu la petite. Donc, j'étais là quand le yogi les a reçus. Et le yogi lui a dit très gentiment mais fermement qu'il fallait arrêter cette publicité autour de sa fille. Parce qu'ils organisent des choses. À 7-8 ans, elle répondait à des questions devant 5000 personnes. On lui parlait de Dieu, elle donnait des réponses. Alors tout le monde était émerveillé, mais ce n'était pas sain pour elle. Et en plus, tout le monde venait lui demander de faire des miracles après, parce que voilà, Ouais. on dit elle est Oui, une mais descente du justement, il y a divin, beaucoup de etc. propagande, beaucoup d'utilisation. Je ne sais pas, même peut-être financièrement, elle a été. Alors, financièrement, pas vraiment, hein, parce qu'elle restait une dame quand même assez pauvre, mais elle était sensible au côté succès, miracle, etc. Et du coup, là, le yogi tibétain a dit qu'il fallait arrêter ça. Et je ne pense pas que la mère l'ait réellement arrêté, mais elle a sans doute diminué. Et puis, on l'a fait rencontrer aussi à Tenzin Palmo. Tenzin Palmo les a reçus très gentiment. Et puis même, elle a fait ensuite un diaporama sur les manifestations de la mère divine. Et elle a mis donc Shambhavi dedans.
Voilà, donc, mais elle a dit à Shambhavi, à sa mère, maintenant, il faut que tu étudies. Hein, ce n'est pas le tout d'être doué, parce que tant que tu es enfant ou adolescent, ce dont ça émerveille les gens. Mais quand tu auras 18, 20, 25 ans, ce qu'on te demandera, c'est des véritables enseignements, pas simplement un don intuitif sur les choses et les gens. Hein, donc, elle l'a poussé à étudier. Je pense qu'elle le fait relativement, hein, même si ce n'est pas exactement comme le Dalai Lama a recommandé. Je pense qu'elle le fait relativement et elle étudie ces choses, ces sujets donc religieux. Hein, c'est l'idée des Tulku tibétains. Hein, on reconnaît qu'ils ont un don au départ, mais après, on les fait travailler très sérieusement. Parce qu'ils deviendront enseignants, donc il faut qu'ils connaissent au niveau philosophique, textuel, religieux, tout ce dont ils parlent, et puis l'expérience personnelle aussi. Donc tout ça, c'est un vrai programme de travail. Donc l'idée du Dalai Lama était de ce que Shambhavi fasse ce programme de travail. Alors ça a été un peu perturbé par la mère, aidé d'un côté, mais perturbé de l'autre. Le père, je le connais aussi, donc pour là, ils sont séparés parce que la femme est difficile à vivre, mais je pense qu'elle retrouvera son père qui lui est beaucoup plus équilibré que la mère. Et à mon avis, il pourra l'aider aussi parce que lui-même donne des enseignements dans la lignée du Kriya Yoga. Donc, il est encore assez jeune, mais c'est sa voie de famille, etc. Donc, il a quand même une certaine assise en yoga. Okay. Jacques, une petite question sur la méditation qu'on vient de faire. Méditation, les yeux ouverts. Là, j'ai lu chez Tenzin Palmo, elle y insiste en disant que même la méditation chez les Tibétains, c'est une méditation yeux ouverts. Mais oui. Nous, de tradition, c'est-à-dire on s'est formé toujours à méditer en fermant les yeux. Oui. Donc, quel est le rôle des yeux ouverts? Quelle est la spécificité d'une telle méditation? Oui. Donc déjà, il faut savoir que ce n'est pas simplement le bouddhisme tibétain, c'est aussi le bouddhisme zen et c'est au fait tout le bouddhisme Mahayana. Et donc, l'idée, il y a des différents niveaux hein, d'utilité des yeux ouverts. Déjà, ça freine les ruminations négatives. Hein. Quand on ouvre les yeux, donc je l'explique souvent, cette image d'un canal avec une écluse. Supposez que l'écluse ait été fermée depuis plusieurs années, donc l'eau en contrebas du canal croupit. Et quand on ouvre l'écluse du canal, à ce moment-là, il y a de l'eau fraîche qui arrive et qui nettoie l'eau croupie. Donc, quand on a les yeux fermés, on a tendance à croupir dans sa négativité, même si on essaie d'avoir des pensées positives, bien sûr. Alors que quand on a les yeux ouverts, il y a un renouvellement, c'est-à-dire notre mémoire, notre conscience immédiate est occupée par ce qu'on voit et ça se mélange à nos ruminations négatives et petit à petit, ça les dilue. Et donc, Swami Nirvananda aussi donnait l'image de notre mental qui est comme un verre d'eau salée. Si on met progressivement de l'eau douce dedans, l'eau salée se dissout et finalement, il ne reste plus que de l'eau douce dans le verre. Supposez que la règle soit qu'on ne peut pas jeter ce qu'il y a dans le verre. À ce moment-là, on a quand même un moyen de se débarrasser de l'eau salée, c'est de mettre de l'eau douce progressivement dedans. Et donc, c'est ce qui se passe quand on fait avec les yeux ouverts, encore plus quand on fait un mouvement des yeux. À ce moment-là, les images extérieures changent et donc ça capte vraiment notre attention et ça se met à la place de notre rumination négative du mental par défaut, hein, qui est beaucoup égocentré. Hein. Le mental par défaut, il tourne autour des petits bobos de l'ego. Et donc les yeux ouverts, ça permet de diluer tout ça. Même si ça ne l'arrête pas complètement, ça permet de le diluer progressivement. Il y a un proverbe tibétain qui dit « ouvrez les yeux », enfin un proverbe zen qui dit « ouvrez les yeux et le rêve disparaît » et on le sent. Hein, et c'est le seul proverbe zen qui était cité dans le premier volume des enseignements de Chandraswami. Ça m'a intéressé parce que c'est un gros volume quand même, il y a 400 pages. Et le seul proverbe zen qui citait, d'après ce que je me souviens, c'est justement « ouvrez les yeux et le rêve disparaît ». Et justement, Tenzin Palmo, elle conseille quand vous sentez une agitation de pensée, ouvrez les yeux en méditation. Oui, tout à fait. Et c'est la question aussi, on dirait en termes modernes, de mémoire de travail. C'est-à-dire la mémoire de travail ne peut faire qu'une chose à la fois. Donc, si on ouvre les yeux, on met un stimulus extérieur qui occupe l'esprit et qui, du coup, prend la place de la rumination négative. Mais si on a les yeux fermés, toute la place peut être prise par la rumination négative. Donc, c'est l'idée. Alors, en plus, quand on ouvre les yeux, il y a des phénomènes réflexes très intéressants qui se passent.
l'œil correspond au poumon de façon réflexe et donc les paupières, c'est ce qui recouvre les poumons, comme les muscles qui recouvrent les poumons. Et quand on soulève la paupière supérieure pour ouvrir les yeux, c'est comme si on redressait le haut du dos et ça permet une respiration avec un dos plus droit et une respiration plus libre. Et donc ça, c'est aussi un avantage indirect grâce au phénomène réflexe de l'ouverture des yeux. Alors après, on n'est pas obligé de tout le temps ouvrir très grand les yeux. On peut garder les yeux mi-clos, mais c'est quand même, il y a ce phénomène donc d'entrée d'énergie extérieure qui permet de purifier notre mental. Alors, ce que disait Geshe Ngondrul, il disait quand on a l'habitude depuis des dizaines d'années de méditer les yeux fermés, c'est très difficile de passer les yeux ouverts. Mais on Voilà, peut quand justement, même. c'est ce que j'ai voulu te poser comme question. J'ai essayé, mais c'est peut-être par habitude. Ça fait que des dizaines d'années que je médite les yeux Oui, fermés. c'est ça, moi aussi. Je méditais principalement les yeux fermés. Donc, quand j'essaie de méditer les yeux ouverts, au bout d'un certain temps, les yeux se referment. Mais quand j'y pense, je les réouvre. Voilà. Donc, on peut faire ça comme ça. Alors après, donc ça dépend des phases de la session. Si on arrive, par exemple, si on arrive de l'extérieur où il y a eu beaucoup d'agitation, ça peut être bon non seulement de fermer les yeux, mais de s'allonger sur le sol parce que là, on se détend complètement, on rentre complètement à l'intérieur. Et puis, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on commence à s'endormir parce qu'on est fatigué par les efforts de la journée. À ce moment-là, c'est le bon moment pour se rasseoir dos droit sur un coussin suffisamment haut et pour ouvrir les yeux. Et là, on aura une bonne méditation parce qu'on aura un fond de calme. Et donc, ouvrir les yeux à ce moment-là évitera de s'endormir complètement. Mais si on ouvre les yeux avec un fond d'agitation, les deux vont dans le même sens, le sens du système sympathique, de l'exagération de l'attention, et ça peut faire trop. Voilà, donc il faut savoir jouer avec la position allongée, assise, yeux ouverts, des yeux fermés, adossés aussi, ça permet de se détendre, mais est-ce qu'il faut rester les yeux ouverts, fermés? Donc, il faut sentir tout ça. Donc, tu Mais conseilles de vouloir changer rester pour permettre un peu de maintenir une certaine attention. tout à fait, oui. Et au début, donc, c'est confortable, les yeux fermés, même c'est confortable allongé parce qu'on détend toutes les tensions de la journée quand on revient du travail. Mais ensuite, on s'endort et donc c'est là qu'il faut se rasseoir avec le dos droit et méditer les yeux ouverts. Et à ce moment-là, on est moins pris par les distractions. Je ne dis pas qu'on n'est pas pris du tout, mais quand même moins. Mhm. Les Tibétains disent que quand on médite les yeux ouverts, on a le mental plus clair. Et je l'ai vérifié. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur que les objets extérieurs défassent notre méditation parce que ce qui fait bouger et ce qui fait se transformer en méditation, c'est beaucoup le ressenti. Et donc, les images sont plus superficielles. Donc, les yeux ouverts, on a moins d'images mentales, mais au fond, peut-être tant mieux. Voilà. Et Et par contre, on les a yeux cette ouverts de pression. normalement ou bien dressés vers le bas? Eh ben, les deux sont possibles. Quand on fait le lâcher de main, par exemple, on redresse le dos et là, on ouvre tout grand les yeux parce que on veut un effet de réveil soudain. Voilà, donc ça, on le fait. Mais sinon, au niveau de la... en général, je sais que Alan Wallace, qui a une grande expérience de la méditation à la fois Theravada et tibétaine, lui conseille les yeux mi-clos. Voilà, c'est apaisant. Mais en même temps, il y a ce contact avec Et l'extérieur. huis clos veut dire mi-clos? Mi-clos, oui, mi-clos, oui, oui, demi-clos. Mi-clos. Demi-clos. Et sinon, le second intérêt, donc, c'est que dans la vie courante, on a les yeux ouverts. Et donc, si on veut que des expériences de méditation profondes qu'on a dans la session formelle où on est assis sur son coussin passent dans la vie courante, eh bien, c'est bien de s'entraîner à les vivre les yeux ouverts. Même si on les a vécus au début les yeux fermés, on les continue les yeux ouverts et comme ça, on s'en finira plus facilement dans la vie courante où on a les yeux ouverts. Et ça, toutes les voies de méditation nous le disent. La méditation de la session doit pouvoir aller dans dans la vie quotidienne. Et pour ça, donc, méditer les yeux ouverts, ça fait comme un couloir, un corridor qui mène vers la vie quotidienne directement. C'est une préparation à la vie quotidienne. Ce qui est bizarre, moi, dans toutes les écoles indiennes que j'ai fréquentées toujours,
il conseille de méditer les yeux fermés, jamais. Oui, même dans le bouddhisme Theravada, ils font les yeux fermés, mais il faut comprendre la base métaphysique du bouddhisme Mahayana, c'est que le nirvana est comme le samsara. Donc, il cherche l'union des deux. Et intuitivement, et dans la position habituelle, on voit le samsara les yeux ouverts et le nirvana les yeux fermés. Et justement, pour rejoindre les deux, eh bien, dans le bouddhisme Mahayana, on conseille de méditer les yeux ouverts. Donc, il y a aussi cette métaphysique par derrière, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, et on doit réunir les deux et ne pas les opposer. Alors que dans beaucoup d'écoles de méditation, on dit voilà, l'essentiel se passe à l'intérieur, on coupe de l'extérieur et puis on médite confortablement à l'intérieur. Voilà, mais le Mahayana veut aller plus loin et veut réunir l'intérieur et l'extérieur. Et c'est passé dans l'école du Shivaïs du Cachemire où il pratique Shambhavi Mudra, c'est-à-dire le mudra bhavi de l'être sham paisible, c'est-à-dire on ouvre les yeux et on n'est pas perturbé par l'extérieur. On réalise que l'extérieur est aussi paisible que l'intérieur et donc on peut très bien méditer les yeux ouverts. C'est Shambhavi Mudra, c'est dans le Shivaïs du Cachemire et Abhinavagupta qui était un des grands maîtres du Shivaïs du Cachemire disait qu'il avait eu 18 gourous dont un gourou bouddhiste. Voilà, donc ce gourou bouddhiste à l'époque, c'était au Xe, XIe siècle, le Mahayana était bien connu dans la région du Cachemire et donc c'était probablement un mahayaniste et donc il lui a probablement enseigné la méditation les yeux ouverts. Et donc il a remis ça avec un nom hindou, Shambhavi Mudra. Shambhavi, c'est le féminin de Shambhu, c'est-à-dire Shiva, en tant que celui qui a l'être, c'est-à-dire Bhu, Sham, paisible. Donc. Et à la page 92, Jacques, tu expliques le nom de Haridwar comme c'est du Shiva. Alors que moi, d'après ce que je connais, Haridwar, Hari, c'est Vishnu. Oui, donc on dit Hardwar et Haridwar. Donc Hardwar, c'est Hara, c'est Shiva, et Haridwar, c'est Hari, c'est Vishnu. Donc les Vishnuites disent Haridwar et les Shivaïs disent Haradwar, donc Hardwar. Voilà. Normalement, d'après la classification ou la distinction, Varanasi, c'est la ville sainte de Shiva et Haridwar, c'est la ville sainte de Vishnu. Oui, mais ça, ce n'est pas très ancien parce qu'il n'y avait pas de ville jusqu'au début du 19e, il n'y avait pas de ville à Haridwar. C'était juste un champ pour la Kumbh Mela et la ville, c'était Kankal. Et Kankal, c'était un gros village, un marché à grains et puis rien de plus, quoi. Voilà, avec quand même un temple à Shiva. Mais enfin, des temples à Shiva, il y en a dans toute l'Inde. C'était rien de très spécial. Mais ça s'est développé au 19e siècle comme une sorte de seconde ville sainte à cause de la Kumbh Mela, la grande Kumbh Mela d'Hardwar ou d'Haridwar. On peut dire les deux, donc. Et puis, si tu veux, il n'y a pas plus de temples à Vishnu que de temples à Shiva à Hardwar. Moi, j'ai passé 25 ans. Tu vois, c'est à cause du nom qu'ils ont tendance à dire ça, peut-être les Vishnuistes, mais au fait, tu as plein de temples à Shiva, tu as plein de temples à Vishnu, tu as plein de temples à Durga, à Hardwar, et on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui domine franchement l'autre. Donc, historiquement, elle est récente comme ville sainte. Oui, c'est l'hindouisme récent, et même le bain dans le Gange à Harkiperi, qui est donc le pied de Hara, c'est-à-dire de Shiva, c'est construit sur les ghats du canal construit à l'époque des Anglais, vers 1830. Voilà, donc c'est devenu un lieu sacré, mais pour les hindous, ce n'est pas un problème, parce que c'est quand même l'eau du Gange. Il n'y a aucun doute que c'est l'eau du Gange qui passe par là, mais qui ensuite part vers le canal pour l'irrigation. Jacques, peut-on dire que les gauchers sont une minorité persécutée? Alors donc, pour dire ça, je me réfère aux études qu'a fait le professeur Christian McManus. Si je me souviens bien, il était à Cambridge, sans doute en anthropologie, et toute sa vie s'est passionné pour la droite et la gauche. Et il a fait un livre de synthèse qui s'appelle Right Hand, Left Hand, où il parle donc de tout ce qu'on appelle la chiralité, c'est-à-dire la différence entre main gauche et main droite. Et donc, il fait une section, peut-être même un chapitre entier, pour dire est-ce que les gauchers ont été une minorité discriminée. Donc, il rentre dans les détails, qu'est-ce que c'est que la discrimination, les différents niveaux de discrimination, etc. Et donc, sa conclusion, c'est que non. Donc, il y a eu et il y a encore donc des problèmes pratiques pour les tailleurs, pour les chirurgiens qui doivent utiliser des instruments manuels. Donc, en général, ils sont faits pour les droitiers.
Donc là, c'est un problème, hein, c'est un problème technique, mais ce n'est pas une discrimination, j'allais dire, idéologique. Et puis sinon, il y a la question des gauchers contrariés. Donc, il y a une mode dans les années 68 où on aimait bien remettre en cause tout ce qui était éducation, etc. Mais lui a repris de près et il n'y croyait pas. Il trouvait que c'était des trucs de magazine de psychologie, hein, des trucs de grand public. Mais quand on regardait de près, il n'y avait pas une véritable discrimination des gauchers. Et le fait de passer de la main gauche à la main droite, bon, c'est comme toutes les éducations, hein, même apprendre l'alphabet, si c'est fait par un professeur sadique, ce sera traumatisant. Hein, voilà, mais ce n'est pas parce que l'alphabet est traumatisant en soi. Et donc, pareil, pour écrire avec la main droite, ce n'est pas traumatisant, même quand on est gaucher. Mais évidemment, si on a un professeur sadique qui vous tape dessus à chaque fois qu'on écrit avec la main gauche, le traumatisme viendra du professeur, mais pas du fait de passer de la gauche à la droite. Alors ensuite, il y a la question de est-ce qu'il y a plus de gens qui sont de grands hommes qui sont gauchers? Donc évidemment, on a une liste de grands hommes qui sont gauchers, mais il dit il y a 10% de façon de gauchers sur Terre et des grands hommes, il y en a beaucoup. Donc c'est très facile de faire une liste de grands hommes qui sont gauchers, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre la donc sinistralité, c'est-à-dire le fait d'utiliser la main gauche, et un génie. Alors, on cite aussi Léonard de Vinci, mais Léonard de Vinci avait une écriture en miroir, et quand on regarde de près sa biographie, il était droitier au début, mais il s'est cassé le poignet, et du coup, après, comme il était très souple et très inventif, il a appris à se servir de sa main gauche en miroir, et donc il est devenu gaucher, mais à cause d'un accident, pas parce qu'il était gaucher de naissance. Mais justement, mais le sujet des gauchers, ça revient à la question fondamentale. Et pourquoi tous les animaux, l'homme compris, ont-ils le cœur à gauche? Oui, c'est ça. Donc là, c'est très intéressant et c'est justement ce professeur Christian McManus qui a contribué à la découverte de ce fait à travers des congrès. Il dit bien, ce n'est pas lui qui a découvert, c'est vraiment l'intelligence collective de l'humanité à travers des successions de congrès qui ont trouvé petit à petit ces choses-là. Et alors, comme souvent, hein, c'est quand on cherche un trésor, et ben, on voit une petite mèche qui sort du sol et puis on s'aperçoit que là, il y a une trappe et puis qu'on soulève la trappe et qu'on trouve le trésor. Et donc là, la petite mèche qui sortait du sol, c'était un cas très particulier des gens qui ont le cœur à droite. Alors, il y en a certains qui ont le cœur à droite, mais sans pathologie, mais souvent, ils ont une pathologie qui est une pathologie de paralysie des cils. Et donc, comme il y a des cils qui constamment retirent les allergènes et les impuretés des sinus et des poumons, si ces cils sont paralysés pour une cause génétique, à ce moment-là, il y aura plus d'infections, plus de sinusite et plus de bronchite. Et donc, on s'est demandé pourquoi ces gens ont à la fois le cœur à droite, le cœur physique à droite, et puis des sinusites et des bronchites. On s'est aperçu que ce qu'ils avaient en commun, c'était une paralysie génétique des cils. Et donc, quand on remonte en embryologie, hein, au début, l'embryon est comme un haricot. Et puis, il y a ce qu'on appelle le trait neural qui se décide, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Et au milieu du trait neural, il y a une petite tache qui apparaît et c'est ce qui va donner le cœur. Et donc, cette petite tache sécrète les protéines qui vont constituer le corps. Et il y a donc dans cette zone des cils de cellules, des cellules qui ont des cils. Et ces cils ont une certaine orientation, comme une hélice qui pousse l'eau tout le temps dans le même sens. Et le fait est que ces cils poussent le liquide vers la gauche et donc ça fera que les protéines qui sont produites pour créer le cœur seront repoussées dans l'espace gauche de l'embryon et que finalement le cœur se développera à gauche. Mais si les cils sont paralysés pour une raison génétique, à ce moment-là, les protéines resteront sur place, c'est-à-dire plutôt à droite, et le cœur se développera normalement à droite. Et ensuite, par compensation, le foie ira à gauche. Voilà, c'est une personne sur 10 000 et en général, elles ont une bonne santé. Une personne sur 10 000. Oui, c'est ça, mais qui a le cœur à droite et en général, il est en bonne santé, à part ces petits problèmes de sinusite et de bronchite chronique qui sont dus à ce moment-là à la paralysie des cils génétiques. Mais c'est cette paralysie des cils génétiques qui leur a donné le cœur à droite aussi. Alors maintenant, on pousse encore d'un degré, ça c'est très intéressant.
pourquoi ces cils poussent le liquide vers la gauche. Parce qu'ils sont faits de protéines qui sont, il y a les protéines lévogires et les protéines dextrogires, c'est-à-dire qui dévient la lumière vers la gauche et vers la droite. Et donc, quand elles sont empilées, ça donne des hélices qui dévient l'eau vers la gauche ou vers la droite. Donc, ce n'est pas forcément parce que ça dévie la lumière vers la gauche que l'empilement déviera l'eau vers la gauche, ça je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a un lien. Et donc, on s'est aperçu que toutes les protéines du corps humain avaient été, sauf erreur, lévogires. Et donc, simplement certaines deviennent dextrogires par une enzyme spéciale. Et on s'est aperçu que dans l'univers, il y a des protéines aussi. On peut les repérer par la spectrographie et elles sont toutes aussi lévogires. Et donc, maintenant, beaucoup de scientifiques pensent que les protéines ne sont pas fabriquées sur Terre, mais elles sont arrivées par des météorites et ensuite elles se sont reproduites parce qu'elles ont trouvé assez tôt des manières de se reproduire. Et donc, c'est pour ça que toutes les protéines des animaux, pratiquement, et toutes les protéines de l'être humain sont lévogires comme les protéines de l'univers. Et donc, c'est pour ça que le cil tournait et poussait les choses vers la gauche. Et donc, c'est à cause de ces protéines lévogires qui sont très anciennes dans l'univers que notre cœur est à gauche. Oui, mais si on va admettre que les protéines sont de provenance de l'extérieur de la Terre, de notre planète, c'est que donc la vie, parce que sans protéines, il n'y a pas de vie, non? Oui, La vie alors, elle-même, elle est de provenance extérieure dans ce cas. oui, ou c'est possible que cet ensemencement de protéines par l'extérieur de la planète ait pu accélérer le processus de développement de la vie, même si ce n'était pas le seul facteur. Il y a peut-être eu des facteurs qui sont apparus sur Terre et d'autres, on a intégré les protéines à la vie. Il y avait déjà sans doute des choses qui se constituaient, qui ressemblaient déjà à la première cellule, enfin, ou au protozoaire, donc c'était un animal à cellule unique. Et puis que les protéines qui sont arrivées de l'extérieur et ensemencé ces micro-organismes, proto-organismes et les aient aidés à se développer. Bon, après, je n'ai pas tous les détails, mais je trouve ça très intéressant de relier le cœur à gauche au sens des protéines dans l'univers plutôt, donc, si je me souviens bien, lévogires. Et tu as dit que 1 sur 10 000 des hommes ont le cœur à droite. Des êtres humains, oui, c'est Des ça. Ça êtres peut arriver humains, chez les femmes des êtres aussi. humains, oui. Oui. Et quoi dire des animaux? Est-ce qu'on trouve des animaux qui ont des cœurs à droite? Alors là, il faut chercher sur Google. Google doit savoir. C'est probablement, hein, puisque cette paralysie génétique des cils, ça doit très probablement être possible chez les animaux. Et donc, tu as dit, ils sont normaux normalement, les gens qui... Oui, c'est ça. À part, donc, si cette maladie de paralysie Est-ce des qu'ils cils sont est gauchers importante. ou droits? Est-ce qu'ils Pardon? sont gauchers ou droitiers? Alors, je crois que ça, c'est déjà différent. Donc, à mon avis, si j'ai rien vu là-dessus, c'est parce qu'il n'y a pas à y avoir de différence. Sinon, Christian McManus, qui a écrit ce livre Right Hand, Left Hand, il l'aurait remarqué tout de suite parce que lui, il était branché gaucher-droitier. Mais si tu veux, le fait d'être gaucher, c'est dû à une combinaison de gènes. Il y a un gène qui donne la dextralité directement et il y a un autre qui supporte. Et quand on fait les calculs génétiques, on retrouve la proportion des descendants. Parce qu'on a des cas où les deux grands-parents sont gauchers. Et qu'est-ce que ça donne chez les petits-enfants où les deux grands-parents sont droitiers? Bien sûr, ça, c'est la majorité des cas. Et on retrouve donc les combinaisons des gènes, mais il faut faire une double transmission génétique avec deux gènes et pas un seul. C'est pour ça qu'on a mis du temps à trouver que c'était génétique, parce qu'au début, ce n'était pas très clair ces doubles transmissions génétiques avec deux gènes et pas un seul, mais maintenant c'est clair, et donc ça explique qu'il y ait 11% de gauchers, voilà, étant donné la proportion des gènes de gauchers dans la population. Jacques, sur un autre plan, là, on passe à un autre thème. Peut-on considérer qu'égaliser l'énergie entre muscles stressés et les zones environnantes sans sensation correspond à l'ouverture d'un canal d'énergie? Oui, et ça, c'est très important parce que ça permet de relier le Raja Yoga
donc avec l'ouverture des canaux d'énergie, et puis le Vipassana, où dans la méthode en particulier de Goenka, on est constamment en train de réégaliser l'énergie qui est en quelque sorte kidnappée par les zones tendues et les zones d'à côté qui sont par compensation en manque d'énergie. Et donc, constamment, on rétablit les niveaux. Et c'est pour établir un niveau entre deux lacs, il faut une rivière qui va du lac supérieur au lac inférieur. Et comme ça, les deux niveaux se rétablissent. Voilà. Et donc, c'est tout à fait ça entre les zones qui sont tendues par le stress et les zones complémentaires qui sont les zones aveugles et sans énergie. Oui, mais comment travailler pratiquement? Ben, on va du centre d'une zone au centre de l'autre zone, par exemple. Et là, on imagine le canal comme un tuyau. Prenons le cas, par exemple, si on a un genou stressé. Ben, écoute, oui, par exemple, s'il y a un genou stressé, eh ben, tu prends ça comme un abcès, tu perces ton abcès avec un drain et tu fais aller le tuyau jusqu'à une poche qui recueille le drain et tu mets la poche qui recueille la poche qui recueille le pus et donc tu mets la poche qui recueille le pus dans le milieu de la cuisse ou dans le milieu du mollet. Tu vois, donc c'est juste une image, mais on le sent presque aussi clairement que On y ça. va, c'est-à-dire dans un sens descendant ou ascendant ou ça n'a pas d'importance? Ben, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de pouvoir dégager la zone qui est tendue. C'est souvent les articulations qui sont tendues parce qu'on leur demande beaucoup aux articulations. Et donc, les zones de dégagement, c'est beaucoup le milieu des segments de membres, comme le milieu du mollet, le milieu de la cuisse. Jacques, souvent, les zones tendues sont des zones où ils ont une certaine mémoire d'une maladie. Par exemple, si on a la main cassée, on garde en mémoire une certaine stress, ça devient un centre Oui, un de nœud, stress. quoi, un nœud Hein? énergétique. Et donc, à ce moment-là, on peut faire un travail particulier pour défaire ce nœud énergétique progressivement. Hein, mais même avec des dissymétries anatomiques, comme par exemple le cœur qui bat à gauche et rien qui bat à droite, on peut, par l'énergie, défaire cette dissymétrie, rééquilibrer. C'est tout le travail de Ramana Maharshi sur le cœur subtil à droite. Donc là, Oui, il y a une déformation anatomique, enfin une dissymétrie anatomique qui est là depuis que les animaux sont animaux et ont des cœurs, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on peut quand même corriger par le travail de rééquilibrage. supposons par exemple si on avait un problème au niveau de la vessie et ça, on garde ce mal, c'est pas ce mal, c'est-à-dire si on se sent stressé dans un moment, on sent comme une lourdeur dans la vessie. Oui, ben ça, il y a un travail à faire, à reprendre ça en méditation profonde et à faire circuler l'énergie. Voilà, on va vers des symétriques. Par exemple, la symétrie, c'est en bas du tronc. Donc, on peut faire monter l'énergie de cette zone dans la gorge et puis là, la répandre dans les bras. Et quand on travaille par symétrique, on peut plus facilement déplacer l'énergie. Donc, j'ai écrit ça dans un texte sur la méditation contre les douleurs qui est sur mon site. Et j'ai fait aussi plein de méditation antidouleur où on se sert de principes de déplacement de l'énergie entre zones qui ont une certaine symétrie, hein, de Donc, symétrie au c'est bas, symétrie normal, au un bas. réflexe normal quand on se sent stressé ou sous une tension, quelle que soit la tension, quand on ressent ça, un mal dans un point du corps, dans une zone du corps qui est déjà faible ou qui était malade dans le temps. Oui, alors donc ça peut être aussi une accumulation de tension dans les zones déjà stressées. Par exemple, quand on est un peu stressé, on a les dents un peu tendues. Quand on est très stressé, on a les dents et les mâchoires très tendues. Voilà, donc c'est aussi, ça marche par zone de stress, même si on n'a jamais eu de traumatisme sur les mâchoires, c'est parce que c'est simplement des muscles du stress et donc plus on est stressé, plus ils sont tendus. Voilà, donc il y a aussi ce phénomène-là chez tout le monde, donc quels que soient les traumatismes qu'on ait eus. Et le conseil, c'est de détendre, c'est-à-dire, Oui, déjà détendre la zone stressée et sentir que c'est une énergie qu'on libère et on dirige l'endroit où elle va, c'est-à-dire on la dégage vers les zones avoisinantes ou des zones symétriques. Hein, par exemple, pour la mâchoire, ça peut être dégagé vers le bas du corps globalement, ou alors faire aller vers la base de la nuque, parce que voilà, la mâchoire tendue amène l'énergie vers l'avant
donc on la fait reculer, ou alors on peut redresser la langue comme en Gechari Mudra et faire aller l'énergie de la mâchoire dans la langue redressée. Voilà, donc à chaque fois, on fait des itinéraires de dégagement. C'est comme dans la circulation. Hein, quand il y a un embouteillage quelque part, la police, elle conseille un itinéraire de dégagement pour éviter que les voitures ne s'accumulent. Oui, donc souvent on travaille sur une symétrie, mais ce n'est pas toujours conseillé ou quoi? C'est-à-dire Alors, on peut faire des symétries, mais même quand les douleurs sont sur l'axe central, par exemple des douleurs au lombaire, on peut faire la symétrie au bas et on envoie la douleur lombaire dans les cervicales. Et à ce moment-là, là, elle est dissoute, un peu comme une rivière arrive dans l'océan et se dissout. Okay. Je vais peut-être changer de place parce que là, je suis pour l'instant dans la salle à manger et donc ça va être l'heure du dîner. Donc, je vais aller dans la salle de travail qui est libérée. Donc, j'en ai pour 5 minutes, Président. On va faire une petite pause. Une petite pause? Oui, 5-10 minutes. Allez. Ouais, 5-10 minutes? 7 minutes. Déjà, on Tu est peux là. te faire un café libanais. Voilà.